dissocier, n'est-ce pas, l'écriture nouvelle de la conquête française et des conquérants. Et pourtant, c'était les conquérants qui l'avaient imposé. Mais ils ont dit, nous avons besoin d'une écriture nationale. Et d'ailleurs, nous allons adopter cette écriture nationale. Et nous allons maintenant la répandre dans tout le peuple. Ça, c'est le tournant. C'est le tournant très important, c'est 1907, n'est-ce pas? Ce n'est pas par hasard si la même année, le gouverneur général Paul Bot, qui accordait une grande importance à l'enseignement, parce qu'il disait que l'enseignement devait précéder le commerce, c'est très important pour le développement économique, c'était d'avoir un enseignement très développé. Le gouverneur général Paul Bot fonde l'université indo-chinoise à Hanoï. Alors là aussi, cette université, elle ne fonctionnera pas. Elle ne fonctionnera pas avant 1917. C'est en 1917 vraiment que l'université indo-chinoise fonctionne. Mais pourquoi c'est important? Mais si vous regardez le tableau de l'Empire français à l'époque, il n'y a qu'une seule université outre-mer, c'est l'université d'Alger. Mais l'université d'Alger, c'est un département français. Et l'université d'Alger est fréquentée en majorité, si je ne me trompe, par des Français. Alors que l'université de Hanoï, l'université indo-chinoise, est fréquentée uniquement par les indigènes. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a l'Indochine de ce point de vue, n'est-ce pas, est un cas spécifique. D'ailleurs, je fais un peu un retour en arrière, je reviens au capitalisme. Il est aussi spécifique que les Français ont créé une banque, la Banque de l'Indochine, qui n'était pas une banque coloniale, parce que c'est une banque qui avait le privilège de l'émission de la monnaie, unique sous la République française, chose unique sous la République. Un autre spécificité de l'Indochine coloniale. Voyez. Bon, je reviens donc à l'écriture romanisée, au Ko'eu, qui ne va cesser de se développer et de se perfectionner. Parce que les Français, les administrateurs et autres, pensaient faire du Ko'eu une infralangue, servant de courroie de transmission entre les dominés et les dominants. Mais les Vietnamiens, eux, ils ont repris cette langue, ils l'ont perfectionnée, ils l'ont enrichi, vocabulaire scientifique, littéraire, technique, n'est-ce pas? Et ils en ont fait une langue de plein droit, et une langue moderne. Voilà, c'est ça le phénomène révolutionnaire. Car il s'agit d'une révolution, n'est-ce pas? S'il y a eu une révolution culturelle au Vietnam, c'est celle-là. C'est la révolution culturelle. N'est-ce pas? Le Ko'eu, la diffusion du Ko'eu, parce qu'elle a été le fait d'un certain nombre de lettrés, d'interprètes, tout simplement, sortis des écoles d'interprètes de l'administration française, mais qui n'ont eu de cesse d'enrichir le vocabulaire et de lutter surtout contre l'administration coloniale qui voulait toujours maintenir le Ko'eu à un niveau bas, un niveau simplement inférieur. Voilà. Et cela a été adopté par tous l'intelligentsia vietnamienne. Ils se sont tous ralliés au Ko'eu, n'est-ce pas? Et il disait, le Ko'eu, c'est un stratagème des Français. Eh bien, stratagème contre stratagème. Nous allons reprendre le Ko'eu et nous allons le retourner contre les Français. Nous allons donner une langue à notre pays et nous allons en faire une arme. Et dès 1908, dans un journal de la Cochinchine, il n'était pas un lettré, c'est un instituteur, un petit instituteur qui avait acquis la nationalité française et qui était rédacteur en chef de plusieurs journaux, mais en même temps c'était un homme d'affaires. Mais il était très gagné par le Meiji japonais. Il avait c'était le modèle, le Meiji japonais. Cet instituteur a écrit les premières critiques du régime colonial français dans un journal en Ko'eu. Bien sûr, il a été condamné. Il a été déchu de la nationalité française, etc. Bref, mais ça c'est notre affaire. Ce que je veux dire simplement, c'est que l'élite vietnamienne a très bien su s'emparer des armes qu'on leur offrait, n'est-ce pas? Peut-être involontairement d'ailleurs, en définitive, les Français. Voilà. Et le résultat, c'est que... J'ai encore beaucoup de temps ou pas? 10 minutes. Pendant toute la période de 1930, c'est-à-dire la décennie 1930, c'est-à-dire jusqu'à la
jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelques membres, ils étaient peut-être une dizaine de l'intelligentsia vietnamienne, mais qui avaient à cœur de faire de leur langue une grande langue moderne, ont créé la culture moderne vietnamienne. Ils ont créé la littérature, ils ont créé la presse, ils ont créé les écoles, même des écoles privées, parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'écoles créées par le gouvernement français, etc. Donc, et puis même en 1938, ils ont créé l'association pour la diffusion du Coq Ngư, une association populaire, n'est-ce pas, ouverte, très ouverte, qui avait été admise d'ailleurs par les autorités françaises, bien que les autorités françaises surveillaient étroitement cette association. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'était le secrétaire général de l'association et sera quelques années plus tard le secrétaire général du Parti communiste indochinois. C'était un instituteur, n'est-ce pas, mais qui était donc militant communiste. Donc il y a un énorme travail de vulgarisation populaire, parce que l'intelligentsia vietnamienne a eu l'intelligence vraiment de comprendre, n'est-ce pas, qu'avec le Coq Ngư, ils disposaient d'une arme extraordinaire pour l'éducation des masses. Parce que le Coq Ngư, vous l'apprenez en 6 mois. Vous apprenez ça en 6 mois. Voilà. Alors vous vous rendez compte. Et aussi les Indochinois ont eu, enfin les Vietnamiens, pardon, ont eu très bien aussi l'intelligence de comprendre que c'est avec la presse, en multipliant la presse. En 1939, il y avait 300 titres de journaux en Coq Ngư, à côté de la presse en langue française et en langue chinoise aussi. 300 journaux. Les uns étant éphémères, bien sûr, ou intermittents, mais les autres pouvant durer 10-16 ans. Et cette presse était très diversifiée. Il y a une presse féminine, par exemple, extraordinaire, une presse technique, une presse, il y avait des revues sur l'électricité, les revues sur les sports, et tout, c'est pas ? Et à chaque fois, bien sûr, les autorités françaises surveillaient étroitement. Il y avait même une censure. Mais dans l'ensemble, si vous voyez, il y a eu une progression rapide, extraordinaire, si bien que lorsqu'on arrive à la Seconde Guerre mondiale, et que le Vietnam est coupé, l'Indochine est coupée de la France, puisque la France a capitulé et est occupée par les Allemands, n'est-ce pas ? Et on ne peut plus communiquer. Et sur place, le gouverneur général, qui a fait allégeance au gouvernement français de Vichy, le gouvernement de Pétain, a signé les accords avec les Japonais. Donc les Japonais sont en Indochine, de 1941 à 1945. Alors on parle toujours de l'occupation japonaise, mais attention, ça n'a rien à voir avec l'occupation allemande, par exemple. Ça n'a rien à voir, puisqu'il y a des accords signés, accords économiques, accords politiques, accords militaires signés. Et les Japonais, au fond, ils se servent de l'Indochine comme tremplin pour la guerre du Pacifique et pour la guerre sur le front de Birmanie. Les Japonais, ils casernent leurs troupes, ils font transiter leurs troupes, et surtout, ils réquisitionnent le riz, et d'autres produits dont ils ont besoin. Par exemple, le jute, par exemple l'huile de colza, l'huile de ricin, dont ils se servent comme carburant, n'est-ce pas, pour leurs avions, etc. Donc vous voyez que là aussi, spécificité indochinoise. De 41 à 45, il n'y a pas la guerre, sauf que les avions américains viennent bombarder. Mais c'est tout. À l'intérieur du pays, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas la guerre. Le pays est pratiquement en paix, sauf à la frontière de Chine. Il y a la frontière de Chine, et aussi, à la fin de la guerre, 1944, l'aviation britannique, l'aviation américaine viennent bombarder tous les grands ports. Voilà. Comme ça, c'est ce qui s'est passé. Mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il sur le plan intérieur, sur le plan, par exemple, culturel ? L'université de Hanoï continue de fonctionner, et au contraire, elle fait son plein d'étudiants. Auparavant, elle avait quelques centaines d'étudiants, maintenant elle en a plus d'1 millier. N'est-ce pas ? Et dans tous les domaines, aussi bien la médecine, l'agronomie, l'architecture, etc. Et c'est donc très très important, et en même temps il y a une activité éditoriale de la part de l'intelligentsia vietnamienne. C'est-à-dire que l'intelligentsia vietnamienne publie 2 revues d'opinion générale, 2 revues de débat, qui sont admises par les autorités françaises, dans lesquelles ils se posent des questions sur l'avenir du Vietnam. Ils disent voilà où nous en sommes. D'abord, ils font le point sur la culture
sur la culture nationale, font le point. Où en est notre littérature? Pourquoi est-ce que tel romancier est un bon romancier? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeunes lisent maintenant, lisent la littérature vietnamienne? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un Vietnamien éduqué ne se vante plus, comme dans la génération précédente, il ne se vante plus de mieux parler français que sa langue maternelle? Voilà. C'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Deuxième révolution culturelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez? C'est-à-dire que l'intelligentsia vietnamienne se réapproprie les sources de la culture nationale, tout en continuant de la moderniser. Voilà, donc c'est très important, c'est toute cette période-là. Mais cette période-là est aussi importante pour une autre raison. C'est que selon la doctrine vichiste, le gouvernement général de Gaulle accorde une très grande importance à la formation de la jeunesse. Et comme dans la France de Vichy, il y a beaucoup d'organisations de jeunesse qui sont créées. Pas seulement le scoutisme qui existait déjà. Il y a au moins 10 000 scouts à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y en aura 100 000 en 1945. Et bien il y a aussi les organisations de jeunesse qui ont été mises sur pied en France et qu'on a reproduit en Indochine. Et il y a aussi le développement des sports. Mais aussi toutes les commémorations. Mais pas les commémorations, si vous voulez, seulement les commémorations de la fête de Jeanne d'Arc. Et lorsqu'on commémore Jeanne d'Arc, on commémore en même temps les sœurs Trong. Les sœurs Trong, ce sont les deux cheftaines, n'est-ce pas, vietnamiennes, qui ont lutté contre la domination chinoise au Xe siècle. On associe donc les trois femmes, les deux sœurs Trong et Jeanne d'Arc qui a lutté contre les Anglais. Voilà. Et ce sont des commémorations publiques, officielles. Voilà. Mais en même temps, le gouverneur général de Gaulle laisse commémorer toutes les fêtes qui concernent les héros nationaux vietnamiens. Voilà. Alors pourquoi il faisait ça? Mais tout simplement parce que les Japonais étaient là. Et ce qu'il fallait avant tout, c'est éviter que la jeunesse vietnamienne ou l'élite vietnamienne verse du côté japonais, ou subisse l'attraction de la propagande japonaise. Voilà. Donc, il maintient le cap comme ça. Je raconte une petite anecdote. Non, c'est pas possible. Bon, alors je laisse tomber l'anecdote. Vous me poserez des questions après, parce que je veux conclure. Je veux conclure. Vous voyez donc, c'est pourquoi je dis que la colonisation française est ambiguë. La colonisation française est ambiguë en Indochine, mais d'ailleurs, je pense qu'elle est ambiguë partout. J'ai écrit un livre, j'ai publié un livre avec un de mes collègues, La colonisation ambiguë, et quelqu'un nous a dit aussitôt, le colonialisme n'est pas ambigu. Et je lui ai répondu, oui, vous avez raison, le colonialisme n'est pas ambigu, mais la colonisation, elle est ambiguë. La colonisation, c'est la pratique du colonialisme, c'est pas pareil. Colonialisme. En français, colonialisme, les mots en isme, c'est réservé à une doctrine, c'est réservé à un système, mais pas à la réalité.